sur les ondes de Signe FM 96.7. C'est l'heure de la chronique sportive avec Jérémy Camira. Oh non, 17h43 et c'est mon moment préféré, Jérémy Camira, qu'on accueille au téléphone. Salut! Salut, ça va bien? Ça va très, très bien. Juste rappeler aux gens, avant qu'on commence, qu'on a commencé hier à faire ça. Nos chroniques sportives seront rendues maintenant disponibles sur YouTube. Vous n'avez qu'à aller sur YouTube et écrire simplement hockey. Vous allez voir le 15 minutes à l'intégrale est là. Et merci à toi, Jérémy, de t'occuper un peu de ça. Ça va être conjointement, mais tu as commencé hier et j'apprécie. Je voulais inviter les gens qui, peut-être, arrivent en milieu de chronique, peuvent se reprendre et si la fin de semaine n'ont rien à faire, ben peuvent les réécouter. Si jamais ils nous trouvent assez intéressants pour faire ça. Jérémy, au courant là, de l'après-midi, je dirais vers la fin de la journée, on a eu pas un communiqué, c'est Carey Price sur son compte Instagram qui a un peu expliqué la situation. Lui, qu'on le sait, là, n'allait pas s'entretenir avec les médias. Il a donc décidé d'écrire un court texte sur son compte Instagram. Il a mentionné que, bon, il a pris la décision d'intégrer un centre de traitement pour usage de substances. On mentionne pas quel type de substance. On veut pas nécessairement le savoir. C'est pas de nos oignons. Il apprécie grandement l'appui des gens, les vœux de rétablissement qu'il reçoit, mais il demande quand même d'avoir de continuer qu'on respecte sa vie privée pour lui et sa famille. C'est très courageux de sa part et je pense que maintenant, on peut que lui souhaiter un bon retour dans l'entourage. Qu'est-ce que t'en dis? Exactement. C'est très courageux de la part de Carey Price de s'ouvrir, de lever le voile sur les raisons qui ont mené à son arrivée dans le programme d'aide de la Ligue nationale. Évidemment, usage de substances, il n'était pas obligé de le faire. Il évoque les raisons. C'est très courageux. On lui doit le respect uniquement pour avoir décidé de faire part des raisons. Maintenant, comme tu l'as mentionné, il l'a demandé, ça l'a grandement aidé. Le respect de la vie privée. On est des partisans, on aime savoir comment se portent nos joueurs préférés, mais ces genres de sujets-là, c'est les joueurs eux-mêmes qui traitent à titre d'humain de ces choses-là. Je pense qu'on doit respecter ça, on doit saluer le courage parce que c'est difficile de demander de l'aide, c'est difficile d'y aller publiquement, d'expliquer toutes ces raisons-là. Donc, vraiment, chapeau à Carey Price et maintenant, laissons-le faire le travail qu'il a à faire avec lui et sa famille dans le confort de leur vie privée. Exactement, très bien dit. Et parlant de travail, le Canadien aura du travail ce soir contre les Kings de Los Angeles qui arrivent gonflés à bloc. Philippe Danault, 2 buts, 1 passe, si je me trompe pas, hier contre les Maple Leafs de Toronto. Depuis la victoire là du 30 octobre à LA, les Kings sont méconnaissables malgré l'absence de leur défenseur étoile de Drew Doughty et de Sean Walker qui est un atout important aussi. Canadien, on connaît les déboires, hein, le Canadien qui a 2 défaites de suite tentera de se rattraper ce soir sans potentiellement Jonathan Drouin, Christian Dvorak et Josh Anderson. À quoi tu t'attends comme match de ce soir? Mais ça va être un match compliqué pour le Canadien ce soir. C'est certain, tu l'as mentionné, les blessures. Jonathan Drouin qui ne participera pas à la rencontre. Christian Dvorak et Josh Anderson, ce sont des décisions qui seront prises à leur sujet pendant l'échauffement, ou du moins avant le match. Mais c'est sûr que le Canadien a de la difficulté. Là, s'il est amputé de son premier trio carrément, ça va être très compliqué. T'en parlais, les Kings sont sur une très bonne lancée. Là, c'est 5 victoires consécutives. Philippe Danault, l'homme de la soirée, est en feu. Les Kings ne sont pas un mur infranchissable, on s'entend, mais le Canadien connaît les déboires. Les Kings, ça va bien. Il y a des blessés. Ça va être un match très compliqué. Mais encore une fois, je pense que si on n'a pas de résultat, si on a une performance inspirée avec de l'effort, je pense que ça va déjà être une victoire morale en soi. Mais je leur dis, ça va être compliqué ce soir pour le Canadien. Ça va être compliqué. Et là, avec des joueurs importants, pratiquement, là, si les 3 absents le sont finalement au début du match, ben, c'est un trio complet qui part. Et ben, ça te laisse très peu d'options à l'attaque. Il va falloir que d'autres joueurs élèvent leur jeu de cran. Aujourd'hui, encore une fois, il y avait certaines rumeurs et une rumeur qui entourait le Canadien et un jeune joueur des Rangers de New York. Vitaly Kravtsov. Je ne sais pas si la prononciation est bonne. Bref, c'est un joueur qui a été repêché
en première ronde, 9e au total en 2018 par les Rangers. A joué beaucoup en KHL, a fait un petit tour dans la AHL. Et là, avec les Rangers, en 2020-2021, c'est 4 petits points en 20 matchs. On a tenté de le redescendre dans le club école, n'a pas voulu se rapporter. Et là, il est retourné au niveau de la KHL où il a un match joué, 3 points. Et il y a des rumeurs que les Sénateurs et le Canadien seraient intéressés envers ce joueur-là. Jérémy, est-ce que tu vois un potentiel avec le Canadien pour ce joueur-là? Et qu'est-ce qu'on pourrait donner pour aller le chercher? Bien, un potentiel, je pense qu'un potentiel fit, là, pardonne-moi l'expression, le Canadien n'a pas besoin d'ailier supplémentaires présentement, mais un joueur de la trempe de Vitaly Kravtsov, c'est toujours intéressant parce que c'est un jeune qui a beaucoup, beaucoup de talent. Mais tu l'as mentionné, depuis sa sélection par les Rangers, ça n'a pas été facile lorsqu'il a joué en Amérique du Nord. Il y a eu de la difficulté aussi à s'entendre avec les Rangers. Ils sont un peu en mauvais terme en ce moment. Il n'a même pas fait l'équipe cette année. Mais comme je leur dis, il y a un beau talent, il y a un potentiel très intéressant. Ensuite, pour le prix de son acquisition, c'est très difficile à cibler parce que c'est un jeune, il a encore du potentiel en lui, il a encore un avenir dans la Ligue nationale, mais sa progression n'est pas tout à fait ce qu'on aurait espéré. Donc, est-ce que l'équipe va payer pour ce qui pourrait être ou ce qui est présentement? Donc, ça va être assez difficile, mais les Rangers qui cherchent présentement à ajouter de la profondeur, notamment en défensive, est-ce qu'on pourrait demander un Ben Chirot ou un Joël Armia à l'attaque? Peut-être un choix au repêchage. Je pense que les Rangers pourraient être en droit de demander peut-être un petit peu plus que ça, mais pas nécessairement une tonne parce que, comme je dis, Kravtsov, c'est pas la mer à boire depuis qu'il a été repêché. Mais si le Canadien doit mettre la main sur ce joueur-là, je serais vraiment pas déçu parce que on a besoin de talent, on a besoin de venir injecter un peu de jeunesse, un peu de talent à cette attaque-là. Mais la priorité devrait être quand même les joueurs de centre, les défenseurs, parce que il y a un manque accru de ce côté-là. Et présentement, des alliés, là, on pense à Brendan Gallagher, à Tyler Toffoli, à Jonathan Drouin. La liste est longue. C'est ça. On a beaucoup, beaucoup d'alliés. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de cracher sur un profil à la Vitaly Kravtsov? Moi, j'aimerais ça. Ça me ferait rêver de miser sur lui, de prendre un pari. Mais encore là, tout dépend du prix. Et est-ce que le Canadien est prêt à venir le chercher pour peut-être le faire jouer sur un 3e trio? Il y a quand même beaucoup de questions, mais ça m'intéresse. Advenant le cas d'une transaction, est-ce que Vitaly pourrait débarquer à Montréal demain matin ou il est sous contrat dans la KHL et doit honorer ce contrat-là? Comment ça fonctionne? Je ne sais pas si tu le sais, là. Mais présentement, c'est ça. Il a quitté les Rangers pour aller en KHL, mais il y a toujours un contrat dans la Ligue nationale, de ce que je comprends. Donc, il est plus prêté, si on peut dire ça comme ça, au club de la KHL. Mais je pense qu'il n'y aurait pas trop de complications s'il y avait à revenir avec le grand club. Évidemment, si le Canadien fait son acquisition, il veut l'envoyer à Laval. Ça fonctionnera pas. Il ne sera pas intéressé. Il voudra rester en Russie. Mais je pense que si le Canadien va le chercher ou les Sénateurs, puis ils veulent le faire jouer dans le grand club, il y aura pas, les discussions seront pas très longues pour le convaincre l'équipe en Russie de le faire venir. Effectivement. Hey, là, c'est un tout nouveau segment, là. Le Canadien qui affronte les Kings. Il y a des joueurs qui se ressemblent un peu dans les deux équipes. Les Kings ont des bons joueurs. Eddie Kopitar. Ils ont des bons jeunes. Arthur Kaliyev. Bref, un nouveau segment que tu m'as proposé et ça s'appelle Qui versus qui. Je vais te nommer 2 joueurs et tu vas devoir me dire si tu es un DG, lequel tu prendrais. On va faire un exemple pour les auditeurs là, qui nous écoutent. Je t'offre Christian Dvorak ou Philippe Danault. Quel joueur tu prends dans ton équipe demain matin si tu as la chaise d'un DG? Écoute, ça c'est une très bonne question. On commence fort ce nouveau segment. Personnellement, je pense que pour l'ensemble de l'œuvre présentement, j'irai avec Philippe Danault parce que le joueur en tant que tel, évidemment, on ne parle pas nécessairement du contrat qu'il possède. Le joueur qu'il est offre des garanties en défensive, en offensive. Ce que Christian Dvorak a peut-être de la difficulté présentement avec le Canadien. Philippe Danault, je pense que vraiment, c'est un spécimen rare dans la Ligue nationale. Défensivement, il est capable de contrer les meilleures équipes, les meilleurs trios, les meilleurs joueurs adverses. Et il a montré qu'il était capable de le faire en saison régulière et en séries éliminatoires. Pour moi, la ligne est mince entre les deux, mais j'y vais avec l'ancien du Canadien, Philippe Danault. Et moi aussi,
mon choix serait Philippe Danault. Et on se rencontre là par les statistiques. Et c'est quand même là pour Philippe Danault, 8 points en 12 matchs. Pour tous les gens qui croyaient que Philippe Danault était simplement un joueur défensif, doivent se tromper en ce moment. Et on se rend compte à quel point la perte de Philippe Danault est importante. Quand tu l'as dans ton équipe, tu t'en rends un peu moins compte. Quand il s'en va et il laisse un trou béant dans ta ligne de centre, tu te rends compte à quel point Philippe Danault est important. Et où même si Christian Dvorak fait un travail honnête sans plus avec les Canadiens, ce n'est pas le même joueur. Par contre, Dvorak, 3 ans plus jeune, a le temps de prouver sa valeur dans la Ligue nationale. Autre point, celui-là, il va être un peu plus difficile aussi parce qu'on va parler d'un jeune joueur contre un vétéran qui fait encore très, très bien. Qui tu prends entre Nick Suzuki ou Anze Kopitar? Je t'écoute. Écoute, c'est vraiment une très, très bonne question parce que Suzuki, on l'aime pas nécessairement tout le temps parce qu'il est un très bon joueur présentement, mais plus parce que on sait qu'il va devenir tout un joueur de hockey dans le futur. Comprenez-moi bien, c'est un excellent joueur à l'heure où on se parle, mais il y a une marge de progression qu'on aime chez lui, tandis que Anze Kopitar, ses meilleures années sont derrière lui, mais il est quand même dominant à l'heure actuelle. Moi, je pense que pour toute sa carrière, pour l'expérience qu'il a, parce qu'il a gagné, parce que c'est un capitaine, parce qu'il est encore performant à l'âge qu'il a présentement, j'y vais avec Anze Kopitar parce que on dirait qu'il l'a vu dans la fontaine de jouvence, il est encore meilleur que jamais. C'est un beau joueur de hockey, très intelligent, robuste, vraiment un modèle à suivre dans la Ligue nationale pour tous les joueurs de centre. Il faut dire que Kopitar joue un peu dans l'ombre de LA, dans le sens que pour nous, les partisans du Canadien, dans l'Ouest, des équipes comme ça, on les suit pas nécessairement. Kopitar, là, c'est 15 points en 12 matchs cette année à 34 ans. Il est encore un joueur, comme tu l'as dit, si bien dominant. Il a de l'expérience, a gagné la Coupe Stanley. Bref, c'est un leader que tu veux dans ton équipe. Ça enlève absolument rien à Nick Suzuki qui a potentiellement là, la possibilité d'avoir une carrière sensiblement pareille à Kopitar. Il faut dire que Nick Suzuki a tout qu'un début de carrière, mais effectivement, si tu vises un peu du succès en ce moment, Kopitar est le bon choix pour moi aussi. On se tourne vers les plus jeunes, Cole Caulfield ou Arthur Kaliyev. Écoute, je pense que même si Cole Caulfield est présentement dans la Ligue américaine, puis Arthur Kaliyev est un régulier avec les Kings de Los Angeles, pour moi, Cole Caulfield, c'est le choix évident parce que Kaliyev, c'est un très bon joueur, un gros bonhomme, un très bon marqueur de but. Mais le talent qu'a Cole Caulfield est extraordinaire. Puis là, je parle même pas dans le futur. Je pense que présentement, Cole Caulfield est un meilleur joueur qu'Arthur Kaliyev. Présentement, c'est compliqué avec le Canadien. Il n'a pas trouvé sa confiance encore. Mais là, avec une bonne équipe qui performe avec un bon joueur de centre, puis Cole Caulfield va marquer des buts en ce moment, cette saison. Pour moi, il n'y a aucun débat. Cole Caulfield, c'est mon choix. Et Jérémy, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. On va le refaire, là, évidemment, quand le Canadien va jouer contre des équipes. On va essayer de faire un petit peu le même genre de scénario. C'est sûr que ce format va revenir. Bon match ce soir. On espère, on croise les doigts que le Canadien, malgré les absents, là, vont quand même nous offrir du bon hockey. Bon match. À toi aussi, bye. Bye-bye.